Bonjour à tous, capsule juridique numéro 177 du 16 septembre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, du Canada et de l'Angleterre. Et de la France aussi d'ailleurs. Aux USA, dans l'état de Virginie, en mai 2021, une adolescente de 15 ans avait été sexuellement agressée dans les toilettes de son établissement scolaire par un garçon transgenre. L'établissement scolaire avait refusé d'ébruiter les faits et avait voulu régler la situation en interne, entre guillemets, ce qui n'a évidemment pas plu au père de la jeune fille, et celui-ci était littéralement devenu fou, ce qu'il admet lui-même et qu'on comprend d'ailleurs un petit peu. Ce monsieur, qui se nomme Scott Smith, a été arrêté à l'issue de cette violente altercation, donc juste après les faits. L'agresseur, quant à lui, semble avoir été arrêté un peu plus tard, après une seconde agression dans un autre collège, puisqu'il avait été renvoyé du premier, et avoir donc été condamné pour cette seconde agression, en tout cas peut-être pour la première, je ne sais pas. L'altercation eut au moins le mérite qu'on s'intéresse réellement au sort de la jeune fille, donc la fille de M. Smith, première victime, et qu'on reconnaisse qu'elle avait bien été agressée. Le directeur de l'école fut licencié lui aussi après qu'un rapport d'un grand jury ait établi qu'il avait menti à propos de la réalité de l'agression. Alors on parle parfois de viol et parfois d'agression, c'est pas très clair, mais bon, toujours est-il que c'était évidemment pas un bon moment pour la jeune fille. Mais malgré cela, alors que de son côté, l'un des membres du conseil scolaire niait totalement l'agression, le père, Scott Smith, a été poursuivi au pénal pour trouble à l'ordre public. Et donc, revenons à lui, il a été poursuivi donc, pour trouble à l'ordre public pour obstruction à la justice en juin 2021 et condamné 2 mois plus tard, en août 2021, après avoir fait part de son opinion dans une vidéo qui était devenue virale. Et on apprend aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, le 11 septembre, que le gouverneur de l'État de Virginie, qui s'appelle Glenn Youngkin, l'a gracié. Alors, on peut évidemment se demander jusqu'où ils iront. Heureusement que ce gouverneur a conservé un petit peu de bon sens et que les faits, pour une fois, ne se sont pas passés d'ailleurs en Californie. Voir d'ailleurs ce que j'expliquais dans ma capsule précédente à ce niveau-là, mais on est à nouveau dans un asile à ciel ouvert. Alors j'espère que ce monsieur et sa fille, on peut retrouver un peu de sérénité. J'imagine, mais je n'en sais rien, que l'adolescente a changé d'école. Et je mets donc sous cette capsule un lien vers une courte vidéo où vous verrez le gouverneur qui a donc accordé la grâce à ce monsieur Smith. C'est intéressant, ça apporte pas grand-chose à ce que je vous ai dit, mais je vous conseille de le voir malgré tout. Aux USA toujours, le député Tom Emmer avait introduit dès janvier 2022 une proposition de loi pour interdire toute émission de CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, par la Banque fédérale. Un article était publié à ce sujet à ce moment-là sur son propre site internet et on pouvait lire notamment ceci, je cite: alors que d'autres pays comme la Chine développent des CBDC qui omettent fondamentalement les avantages et les protections de l'argent liquide, il est plus important que jamais de veiller à ce que la politique des USA en matière de monnaie numérique protège la confidentialité financière, maintienne la domination du dollar et cultive l'innovation. Les CBDC qui n'adhèrent pas à ces 3 principes de base pourraient permettre à une entité comme la Réserve fédérale de se transformer en banque de détail, de collecter des informations personnelles identifiables sur les utilisateurs et de suivre leurs transactions indéfiniment, a déclaré M. Emmer. Non seulement ce modèle de CBDC centraliserait les informations financières des Américains, les rendant vulnérables aux attaques, mais il pourrait également être utilisé comme un outil de surveillance que les Américains ne devraient jamais tolérer de la part de leur propre gouvernement. Exiger des utilisateurs qu'ils ouvrent un compte à la Fed pour accéder à une CBDC américaine mettrait la Fed sur une voie insidieuse proche de l'autoritarisme numérique de la Chine. Il est important de noter que la Fed n'a pas et ne devrait pas avoir l'autorité d'offrir des comptes bancaires de détail. Quoi qu'il en soit, toute CBDC mise en œuvre par la Fed doit être ouverte sans permission et privée. Cela signifie que tout dollar numérique doit être accessible à tous, effectuer des transactions sur une blockchain transparente pour tous et conserver les éléments de confidentialité de l'argent liquide. Et la proposition qui était donc déposée à l'époque, donc en janvier 2022, elle est aussi en ligne, je vous en mets un lien sous ma capsule. À ce moment-là, elle était constituée d'un article unique qu'il souhaitait donc ajouter à la loi américaine en vigueur et qui avait pour objet donc d'interdire à la Banque fédérale de proposer des comptes aux particuliers, parce que vous savez que la Banque fédérale traite essentiellement avec les banques ou avec l'État. La proposition de loi avait sans doute dû être rejetée à l'époque, toujours est-il que des vidéos circulaient depuis quelques jours montrant le même député, Emmer, dans ce qui semblait être une conférence de presse sur fond de drapeau américain, expliquant la finalité de cette proposition de loi, bien sûr dans des termes quasiment identiques. Je vous mets la vidéo qui a été sous-titrée sur la chaîne de 1000 traductions sur mon canal Telegram. Et donc je me demandais pourquoi cette vidéo du député tournait ainsi depuis 2 jours non-stop, et puis j'ai finalement compris, puisque toujours sur son propre site, il annonçait le 12 septembre, donc là il y a quelques jours, qu'il avait réintroduit la proposition de loi.
Et cette nouvelle proposition de loi est un peu plus longue. J'en mets également le lien sous ma capsule puisqu'il vise à ajouter différentes dispositions dans la loi existante par une proposition intitulée, je cite, CBDC Anti-Surveillance State Act. Et les dispositions en question sont tout d'abord la même interdiction pour la Banque fédérale de proposer des produits ou des services à des particuliers, mais aussi l'interdiction de mise en circulation d'une monnaie digitale de la Banque fédérale, l'interdiction également, si cette mise en circulation se fait indirectement par la Fed à travers d'autres institutions financières ou quelque intermédiaire que ce soit, donc elle ne peut introduire ni directement ni indirectement en passant par d'autres intermédiaires, et enfin l'interdiction d'utilisation d'une telle monnaie pour toute politique monétaire. Ceci étant donc en quelque sorte au niveau fédéral et pour l'ensemble du territoire américain le principe d'une loi qui était votée récemment par la Chambre des représentants de Floride qui interdisait dans cet État d'accorder un cours légal au CBDC. J'en parlais dans ma capsule numéro 158 le 15 mai dernier. Et pour ce qui est de la proposition réintroduite plutôt par Tom Emmer, il s'agit donc d'une loi fédérale, comme je vous l'ai dit, et comme le vent commence à bien tourner depuis sa première tentative, j'espère que celle-ci aboutira. Si nos adversaires drogués au contrôle et au crédit social n'y arrivent pas aux USA, si la Banque centrale du Canada, j'en parlais aussi dans une autre capsule, admet que sans la participation de la population ça ne marchera pas, les autres pays reculeront aussi. Donc à nous de garder le cap et de dire non. Et je vous renvoie à la vidéo récente relayée sur mon canal qui fait moins de 2 minutes. N'hésitez pas à la faire tourner en même temps que le lien vers ma capsule. Une petite phrase issue de cette vidéo, donc c'est le député Tom Emmer qui parle, je cite « Une CBDC n'est rien de plus qu'un outil de surveillance du style Parti communiste chinois, qui peut être utilisé comme une arme pour opprimer le mode de vie américain. » Fin de citation. N'hésitez donc pas à l'écouter, à la faire tourner et à aller voir peut-être l'article aussi qui est plus complet sur le site du député. Tous les liens sont sous ma capsule. Au Canada, à présent, la Cour fédérale avait été saisie d'une affaire de censure sur Twitter, mais pas dans le sens habituel. Il ne s'agissait pas d'un utilisateur qui avait lui-même été censuré, mais du responsable du média Rebel News, qui se nomme Ezra Levant, qui avait été bloqué par un homme politique nommé Steven Guilbeault. En d'autres termes, ce monsieur Guilbeault, qui occupe au Canada la fonction de ministre de l'Environnement, avait bloqué Ezra Levant sur Twitter de manière à ce qu'il ne puisse plus avoir accès à ses publications officielles, publiées donc en tant que ministre. Les faits sont racontés par le média Rebel News, donc celui que dirige le plaignant, et je vais vous citer un extrait de son article. Je cite « Tout comme son patron Justin Trudeau, Steven Guilbeault déteste Rebel News parce qu'il ne peut pas nous contrôler. Nous sommes l'une des rares sociétés de médias à ne pas accepter l'argent du gouvernement. Nous ne suivons donc pas la ligne du gouvernement. Les libéraux cherchent donc toujours des moyens de nous punir. Comme Trudeau, Guilbeault ne se soucie pas de la liberté de la presse ou des autres droits constitutionnels. Ils admirent tous les deux la dictature chinoise et pensent pouvoir eux-mêmes agir comme de petits dictateurs en nous censurant. Voici donc ce qu'a fait Guilbeault. Il a ordonné à son ministère de nous bloquer sur X, anciennement Twitter. Nous n'avons donc pu recevoir aucune mise à jour de l'actualité gouvernementale depuis le compte Twitter de son ministère. Nous ne pouvions rien lire, nous ne pouvions pas répondre, et bien sûr, nous ne pouvions pas lui poser des questions journalistiques sur Twitter. Nous avons été effectivement expulsés de la place publique, et c'est ce qu'est devenu Twitter. Nous avons été bannis d'un service gouvernemental simplement parce que nous n'étions pas d'accord avec un homme politique. Nous avons donc intenté une action en justice. Nous sommes allés devant la Cour fédérale du Canada et avons fait valoir que nous avions le droit de voir ces tweets, qu'il s'agissait d'un service gouvernemental comme un autre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas du compte personnel de Guilbeault, mais de son compte gouvernemental. Il compte plus de 20 fonctionnaires qui gèrent son Twitter. Cela peut paraître anodin, mais si Guilbeault peut nous empêcher de recevoir des nouvelles et d'autres informations du gouvernement, que peut-il nous couper d'autres ? Nous avons déjà vu Trudeau interdire aux entreprises qui ne sont pas d'accord avec lui de recevoir des subventions pour les emplois d'été. Et après ? Guilbeault nous a combattus pendant plus de 2 ans. Nous avons eu une audience au tribunal à Toronto cet été et le gouvernement avait 7 avocats au tribunal, tout simplement pour nous empêcher de voir leurs tweets. Quel gaspillage d'argent choquant. Guilbeault a finalement cédé et il a accepté une ordonnance par consentement contre lui. Ses avocats ont dû lui dire qu'il n'avait aucun dossier, sous-entendu aucun dossier solide, et que le choix était soit de régler maintenant, soit d'être humilié au procès. Je dois vous dire que les avocats du gouvernement de Guilbeault ont tenté de me faire signer une clause de confidentialité m'interdisant de divulguer les détails de son règlement. Même s'il admettait avoir violé nos droits, il voulait garder le secret. Quel gouvernement tordu et corrompu » Fin de citation. Alors bien sûr, j'ai lu aussi la décision rendue qui est publiée juste après sous l'article, qui est parfaitement conforme à cette explication, et le ministre a donc reçu l'ordre du tribunal de débloquer
le dirigeant de ce média, donc M. Ezra Levant, et de ne plus jamais le bannir aussi longtemps que le ministre sera en poste. Et l'article sur le site de Rebel News poursuit en ces termes, je cite à nouveau, « Et Guilbeault a été condamné à payer 20 000 $ canadiens à Rebel News pour nous avoir fait perdre 2 ans et d'énormes frais juridiques pour faire valoir nos droits constitutionnels. Bien sûr, il fera probablement payer cela aux contribuables, même si c'est lui qui enfreint la loi. » Fin de citation. Une vidéo est aussi proposée sur la page dont je donne le lien sous ma capsule et elle a été traduite. Je vous mets tout ça en dessous. En France, à présent, Marc Doyer, pour qui j'ai vraiment un respect sans limite, vient de mettre en œuvre une très belle idée. Alors pour ceux qui auraient pris le train en marche, je rappelle que Marc Doyer a perdu son épouse, Morissette, morte dans des conditions terribles, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus connue sous le nom de maladie de la vache folle, déclenchée peu de temps après la seconde injection de Pfizer. Aidé par son avocat et par un huissier de justice qu'il a finalement trouvé, après que d'autres se soient débinés, semble-t-il, il vient de lancer une sommation interpellative à Jean Lassalle. Il s'agit de faire suite aux affirmations de M. Lassalle, réitérées à plusieurs reprises devant des caméras, et selon lesquelles il avait des éléments démontrant que le président Macron ne s'était pas soumis à l'injection de thérapie génique expérimentale, pas plus d'ailleurs, si on en croit M. Lassalle, en tout cas, que les membres du gouvernement. À ma connaissance, aucune action en diffamation n'a été introduite contre M. Lassalle, c'est en tout cas ce qu'il affirme lui-même. Donc j'ai mis la vidéo dans laquelle M. Marc Doyer explique son action sur mon canal, donc le canal Telegram, et je vous demande de la faire circuler partout si vous ne l'avez pas encore fait. Pour terminer, une nouvelle très intéressante venant d'Angleterre. Vous savez qu'en banlieue de Londres, et je crois aussi dans d'autres villes, des dizaines de caméras dites intelligentes avaient été installées pour photographier les plaques de toutes les voitures qui avaient l'audace de circuler, malgré qu'elles ne remplissaient pas certaines conditions en termes d'écologie, fixées évidemment par le gouvernement. Depuis quelques semaines, ces caméras ont été en grande partie démontées ou détruites par des citoyens qui se sont organisés et qui ont beaucoup communiqué sur leur action. Parallèlement à cela, des milliers de contraventions envoyées aux citoyens n'ont tout simplement pas été payées. Les pouvoirs publics ont alors voulu remplacer les caméras fixes, donc celles qui étaient installées dans les rues de manière permanente, par des caméras mobiles dans des véhicules banalisés, mais ceux-ci ont été recouverts de peinture pour empêcher les prises de vue. Et j'ai vu passer une information, j'attendais d'avoir une source identifiable et fiable pour l'information qui suit, et je l'ai trouvée. Jim Ferguson, qui est un ancien parlementaire du parti du Brexit, publie sur son fil Twitter différents messages à ce sujet. Alors je vous en lis 3 ou 4. Tout d'abord, le 15 septembre, il me publiait une photo d'un citoyen qui s'opposait à l'installation en s'asseyant, les jambes qui pendaient dans le trou destiné à accueillir la caméra, donc de manière tout à fait pacifique. Et il disait ceci, je cite, « Un habitant refuse l'installation d'une caméra à Londres, voilà ce que signifie le refus de se conformer et la résistance. Si tous les Londoniens font cela, alors le maire, Khan, et son absurdité totalitaire seront terminés. » Le 14 du 9, il disait ceci, « Les opposants aux caméras commencent à vandaliser les fourgons équipés de caméras. Aucune pitié n'est montrée aux caméras détestées. » Alors je suis désolée, il y a plein de hashtags en plein milieu, et pour faire des phrases complètes, j'enlève ça. Donc aucune pitié n'est montrée aux caméras détestées installées à travers Londres. Les Blade Runners, c'est le nom que se sont donnés donc les citoyens qui vont détruire ou démonter les caméras. Les Blade Runners sont un groupe de résistance qui a décimé 1000 caméras. Et le meilleur, le 13 septembre, je cite à nouveau, « Le groupe de résistance londonien, connu sous le nom de Blade Runners, a détruit plus de 1000 caméras détestées. Khan devient désespéré alors qu'il voit son régime totalitaire commencer à s'effondrer. Le peuple riposte. » Fin de citation. Pour rappel, Sadiq Khan, c'est le maire de Londres en fait, et pur produit, sauf erreur, du World Economic Forum. Et donc, avant que la police ne frappe à ma porte pour me dire que j'incite à la destruction, je ne conseille jamais de détruire des biens publics. Je précise tout simplement, par rapport aux amendes, par exemple, qui n'ont pas été payées, que lorsque la population s'organise pour résister pacifiquement, les gouvernements reculent. Voilà, je vous mets un lien vers le compte Twitter de Jim Ferguson, que je vais d'ailleurs suivre parce qu'il publie des infos intéressantes par ailleurs. Pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de soirée, vu l'heure à laquelle j'enregistre. Et résistez et tenez bon. À bientôt, au revoir.